nous avons une information incroyable à vous annoncer. La chaussée des Géants, sur la côte d'Irlande du Nord, est l'un des sites naturels les plus remarquables du Royaume-Uni. Nous disposons d'images filmées avec un téléphone portable. Imaginez-vous devant une porte restée fermée depuis plus de 5 ans. Non pas une porte de maison, non pas une porte de cave, mais une porte taillée dans la pierre massive, pesant plusieurs tonnes, scellée à flanc de colline avec une telle perfection que personne, pendant des milliers d'années, n'a même réalisé son existence en passant devant. Les Celtes ne l'ont pas ouverte. Les Vikings ne l'ont pas ouverte. Les Normans sont passés devant sans s'arrêter. Des civilisations entières se sont élevées et ont disparu, et cette porte est restée là, silencieuse, attendant. Puis, en 1699, un groupe d'ouvriers de la vallée de la Boyne, en Irlande, fut envoyé extraire de la pierre de ce qu'ils croyaient être une grande colline. Leurs outils ont heurté quelque chose qui n'était pas de la terre. Derrière des couches de terre et 200 tonnes de galets soigneusement empilés, ils ont trouvé un passage menant à l'obscurité totale, scellé derrière cette dalle de pierre sculptée. Elle n'avait pas bougé depuis environ 1000 avant Jésus-Christ. Ils l'ouvrirent, et ce qui émergea de ces ténèbres nécessita plus de 300 ans pour être pleinement compris, car le secret le plus important qu'elle recelait était invisible, intangible et incommensurable avec les outils de l'époque. Il exigeait une technologie qui n'existerait que 3 siècles plus tard. Leur découverte finirent par relier un groupe de fermiers de l'âge de pierre dans la campagne irlandaise au roi Dieu de l'Égypte antique, bouleversèrent toutes nos connaissances sur la civilisation préhistorique et confirmèrent un mythe si ancien que les érudits l'avaient longtemps considéré comme une simple légende. Voici l'histoire de Newgrange. Et je vous promets que rien ne se déroule comme vous l'imaginez. Avant d'entrer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La structure derrière cette porte scellée se dresse sur une crête glaciaire du comté de Meath, à 61 mètres d'altitude, surplombant la rivière Boyne. Le monticule mesure 85 mètres de diamètre, 13 mètres de haut et couvre plus de 40 mètres carrés. Il est entouré de 97 pierres de bordure, dont beaucoup sont sculptées de spirales et de motifs géométriques indéchiffrables par aucune langue vivante sur Terre. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993, ce site est reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle. Mais ces mots ne vous préparent pas à ce qu'il est réellement. La façade est revêtue de quartz blanc acheminé à 70 km des montagnes de Wicklow et de blocs de granit sombre transportés à 80 km des Mournes. Le passage intérieur s'étend sur 19 mètres et est construit à partir de 450 dalles de pierre. Elle mène à une chambre centrale couverte d'une voûte en encorbellement, composée d'assises de pierre superposées s'élevant sur 6 mètres jusqu'à une unique dalle de couverture au sommet. Voici de quoi vous glacer le sang. Ce plafond n'a jamais été réparé, jamais étanchéifié, jamais laissé passer l'eau. Pendant 200 ans, il a maintenu l'intérieur parfaitement sec durant les hivers irlandais, grâce à la seule inclinaison de la pierre elle-même. Chaque console est légèrement inclinée vers le bas sur son bord extérieur, évacuant ainsi l'eau de pluie. C'est, de plusieurs millénaires d'avance, la plus ancienne structure couverte encore existante sur Terre. Et les gens qui l'ont construite n'avaient ni métal, ni roues, ni animaux de trait, ni écriture. C'étaient des agriculteurs de l'âge de pierre. La structure qu'ils ont construite est plus étanche que la plupart des bâtiments des 2 derniers siècles. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Le secret ne réside pas dans l'ingénierie, mais dans ce qui le dissimule. Le professeur Michael J. O'Kelly de l'University College Cork a commencé les fouilles à Newgrange durant l'été 1962. Ce qui devait être un projet d'1 ou 2 saisons a finalement occupé 13 ans de sa vie. Chaque été, pendant 4 mois, O'Kelly et son équipe ont exploré le passage, fouillé les sols, répertorié chaque pierre sculptée et progressivement mis à nu l'extérieur du tumulus pour comprendre sa construction. Le site était en piteux état à leur arrivée. Des arbres avaient poussé à travers le cairn. Des terriers de lapins criblaient la structure. Un propriétaire terrien du 19e siècle avait extrait des pierres du monticule pour les murs de son jardin. À l'intérieur de la chambre, quelqu'un, inspiré par un article de journal affirmant qu'un trésor était enterré à l'intérieur, avait brisé la pierre du bassin dans le renfoncement du fond avec un marteau
creusant une fosse en dessous et fissurant la base du célèbre orthostate à triple spirale C10. Des résidus de plâtre dentaire provenant de moules en pierre datant de 1903 recouvraient plusieurs surfaces. L'équipe d'O'Kelly a fouillé le sol de la chambre jusqu'au niveau du sol néolithique d'origine. Ce qu'ils ont récupéré était maigre. Des fragments d'os provenant d'au moins 5 individus, 7 billes de pierre polie, 4 pendentifs, 2 perles, un éclat de silex, un ciseau en os et des morceaux d'épingle en os. 263 ans de pillage avaient dépouillé la majeure partie du contenu original, mais une chose était indéniable. Cette chambre abritait les morts. Les bassins en granit sculptés dans les niches latérales, dont l'un mesurait 1 mètre sur 0 mètre, avec un bassin plus petit imbriqué à l'intérieur, avaient été spécialement conçus pour contenir des restes humains incinérés. Quelqu'un avait amené ces morts ici, les avait déposés dans ces bassins de pierre, avait scellé la porte et était parti. Qui étaient ces personnes et pourquoi cet endroit précis avait été choisi parmi tous les autres? O'Kelly ne pouvait encore répondre à cette question. Puis, en décembre 1967, il fit une découverte qui changea complètement la donne. En dégageant la végétation au-dessus de l'entrée, l'équipe d'O'Kelly a mis au jour une fente rectangulaire taillée dans la pierre, juste au-dessus de la porte principale. Elle était à moitié obturée par un bloc carré de quartz cristallisé. La surface de ce bloc était couverte de rayures, preuve manifeste qu'il avait été actionné à maintes reprises, comme un volet ou un store. Quelqu'un avait ouvert et fermé cette fente inlassablement pendant des siècles. O'Kelly l'appelait le coffre de toit, et il avait une théorie sur sa fonction, mais il ne pouvait pas la prouver sans attendre une date précise. Le matin du 21 décembre 1967, il entra seul dans la chambre avant l'aube et resta debout dans l'obscurité. Le passage derrière lui mesurait 19 mètres de long et présentait une pente calculée de 1 mètre. La température y était constante. L'air était parfaitement immobile. Il attendit. Au lever du soleil, lors du solstice d'hiver, un rayon de lumière pénétra par le toit, parcourut les 19 mètres du passage et inonda la chambre d'une lumière dorée pendant exactement 17 minutes avant de se retirer. Les bâtisseurs avaient conçu l'ensemble du monument de telle sorte qu'une fois par an, le jour le plus court et le plus sombre de l'année, la lumière du soleil pénètre dans la chambre des morts. L'ensemble de la structure, soit 200 tonnes, était un instrument astronomique de précision, calibré au degré près et pointant vers un point unique à l'intérieur de la chambre centrale. O'Kelly comprit que c'était intentionnel. Il comprit que c'était extraordinaire. Ce qu'il ignorait et qu'il ne pouvait pas savoir en 1967, c'était précisément à qui appartenaient les ossements exposés à ce faisceau de lumière et pourquoi leur présence était si importante. La réponse viendrait 53 ans plus tard. Pendant qu'O'Kelly travaillait à Newgrange, un autre archéologue, le professeur George Yogan de University College Dublin, a commencé à fouiller un monticule situé à 2 km au nord-ouest. Le site s'appelait Knowth et ressemblait à Newgrange en surface. Mais ce qu'il recelait était différent d'une manière que personne n'avait anticipée. Le site de Knowth s'est révélé abriter non pas 1 mais 2 tombeaux à couloirs indépendants accessibles par des côtés opposés. Le couloir oriental s'étend sur 40 mètres, ce qui en fait le plus long couloir mégalithique d'Europe occidentale. 18 tombes satellites entourant le tumulus principal, mais la découverte la plus stupéfiante fut l'art. Les fouilles d'O'Kelly ont finalement permis de recenser 390 pierres sculptées spirales, losanges, arcs, concentriques, lignes serpentines, croissants et motifs uniques dans le monde antique. Ce site unique renferme 46% de tout l'art mégalithique d'Irlande et plus d'un tiers de tout l'art mégalithique d'Europe occidentale. Une gravure en particulier sur une pierre appelée Orthostate 47 au fond de la chambre orientale a été identifiée par le chercheur Philip Stuck comme une possible carte de la surface de la Lune. Si cela s'avère exact, il s'agirait de la plus ancienne carte de tout type jamais créée par l'homme, datant d'environ 3200 avant Jésus-Christ. Mais voici ce qui rend l'art de Knowth profondément troublant, bien plus qu'impressionnant. Une grande partie était sculptée au dos des pierres totalement invisibles une fois le monument assemblé. Quelqu'un l'avait intentionnellement dissimulé. Les bâtisseurs ont délibérément dissimulé leur œuvre la plus complexe, la plus laborieuse,
dans un lieu où aucun être humain ne la reverrait jamais. Ce simple fait change tout. Ces gens ne construisaient pas pour les vivants. Ils ne construisaient pas pour les visiteurs. Ils construisaient ces tombeaux pour ceux qu'ils croyaient destinés à y reposer pour toujours. Et ce n'est que ce n'est maintenant que nous commençons à comprendre de qui il s'agissait. En 2017, l'archéologue Cleodna-Ní Líonainn de l'University College Dublin supervisait des travaux de construction de routine lors de rénovations dans un manoir du 18e siècle appelé Douth Hall. La propriété se trouvait à l'intérieur de la zone du patrimoine mondial de l'UNESCO de Brú na Bóinne, entourée de vestiges archéologiques connus. Il y avait déjà 2 tumulus à couloirs répertoriés sur le domaine, dont l'un avait sa dalle de couverture arrachée il y a des siècles, exposant une chambre en dessous. Les premiers propriétaires avaient utilisé des pierres provenant des 2 tertres pour construire leur cave à vin. Ce que Ní Líonainn découvrit au sud et à l'ouest de la maison mit fin à tout. Un 3e tombeau à couloir jusque-là totalement inconnu se trouvait directement sous les fondations du manoir. Bordures de pierres sculptées de motifs mégalithiques. Un cairn contenant du quartz blanc laminé à l'eau. 2 chambres funéraires dans la partie ouest. Environ 40 mètres de diamètre. Environ 500 ans. Le docteur Steve Davis de l'UCD l'a qualifié de découverte mégalithique la plus importante d'Irlande ces 50 dernières années. Une seconde chambre à Douth Hall reste encore à fouiller. Et que c'est là la triste réalité de la vallée de la Boyne, on y découvre sans cesse de nouveaux tombeaux. À chaque fois qu'on en ouvre un, on trouve les mêmes choses, des ossements incinérés, des bassins sculptés, des passages scellés, des alignements astronomiques. La question n'a jamais été de savoir ce que renferment ces monuments. On le sait depuis un siècle. La question est qui? Qui était placé dans les structures les plus élaborées du monde antique? Et qu'est-ce qui justifiait un tel effort? Ni la pierre ni la terre ne pouvaient répondre à cette question. Il fallait de l'ADN. Et en 2020, une équipe du Trinity College de Dublin a enfin disposé de la technologie nécessaire pour extraire une réponse d'un unique fragment d'os ancien. Leur découverte n'a pas éclairci le mystère. Elle l'a complètement bouleversé. En juin 2020, la généticienne Dr. Laura Cassidy et le professeur Daniel Bradley du Trinity College de Dublin ont publié une étude dans la revue Nature Volume 582. Ils avaient extrait et séquencé l'ADN du génome entier de 44 individus enterrés dans des tombes irlandaises datant de 600 à 4500 ans. 43 de ces génomes étaient sans particularité. Un seul ne l'était pas. Même pas. L'individu désigné N.G. Dix avait été trouvé dans l'endroit le plus sacré de Newgrange, le renfoncement droit de la chambre centrale, sous la célèbre sculpture en triple spirale sur l'orthostate C10. Ces ossements avaient été déposés dans ce double bassin de granit il y a 50 ans. Son ADN présentait un profil que Cassidy n'avait jamais rencontré dans aucun génome ancien au monde. Ces 2 copies héritées étaient anormalement identiques. L'analyse statistique ne laissait place à aucune interprétation. Ses parents étaient différents. Des parents au premier degré, un frère et une sœur, ou un parent et un enfant. L'inceste au premier degré est un tabou quasi universel dans les sociétés humaines, à travers toutes les cultures et toutes les usages et toutes les époques. Dans toute l'histoire documentée, seules 3 civilisations ont pratiqué cette pratique comme politique officielle délibérée: les pharaons égyptiens, les empereurs incas et les familles royales hawaïennes. Dans tous les cas, elle était réservée à l'élite dirigeante. Des individus considérés comme des dieux non soumis aux règles qui régissaient le peuple. Découvrir le fruit d'une telle union, enfoui dans la chambre la plus sacrée du monument, le plus important de l'Irlande néolithique, ne pouvait signifier que 2 choses. Soit il s'agissait de la coïncidence statistiquement la plus improbable de toute l'histoire de la recherche génétique. Soit l'Irlande avait des rois-dieux 500 ans avant que l'Égypte ne construise sa première pyramide. Mais l'équipe de Cassidy a découvert autre chose, quelque chose d'encore plus remarquable.
N.G. Dix était génétiquement lié à des individus enterrés dans des tombes à couloirs à Carrowmore et Carrowkeel dans le comté de Sligo et à Milne Bay dans le comté de Down, des sites séparés par des centaines de kilomètres de Newgrange. La professeure Eileen Murphy de l'Université Queen's de Belfast a commenté cette découverte en soulignant qu'il est assez incroyable de penser que cet homme, né d'une union incestueuse et enterré à Newgrange, était biologiquement apparenté à ceux enterrés dans des cimetières mégalithiques distants de centaines de kilomètres. Il ne s'agissait pas d'un chef local, mais d'un réseau d'un groupe familial ayant accès à des sites funéraires d'élite sur l'ensemble de l'île depuis au moins 500 ans. Maintenant, confrontez ces deux découvertes et laissez-en toute la portée. Un homme né d'inceste. Une pratique qui, dans toutes les civilisations connues, était réservée exclusivement aux individus qui prétendaient avoir une autorité divine sur les forces naturelles, est enterré dans la seule chambre sur Terre, conçue délibérément pour que le soleil du solstice y pénètre une fois par an. L'architecture ne se contentait pas de lui rendre hommage, elle mettait en scène sa mythologie. Le tombeau était un mécanisme qui rendait littéralement visible son statut divin une fois par an. Le jour où les ténèbres sont à leur comble et où la lumière atteint le Dieu roi, le soleil lui-même vient le saluer. Ce serait déjà extraordinaire en soi. Mais il y a aussi ceci, un mythe irlandais du 11e siècle consigné par écrit 401 après la fermeture de Newgrange. À une époque où personne ne savait ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre, ni qui y était enterré. Raconte l'histoire d'un roi bâtisseur qui a relancé le mouvement quotidien du soleil en couchant avec sa sœur. Le mythe se situe dans la vallée de la Boyne. Le tombeau à couloir voisin de Douth porte le toponyme moyen irlandais Ferta Tuil, qui se traduit par colline du péché ou colline de l'inceste. Pendant des siècles, les érudits l'ont considéré comme une simple légende pittoresque. Puis, des analyses ADN ont confirmé qu'un homme né d'un inceste fraternel avait été placé dans la chambre exacte que le soleil du solstice illumine précisément, comme le décrit le mythe. Le docteur Ross O. Mauldouin, archéologue ayant participé à l'étude, a qualifié de tout simplement extraordinaire la découverte d'un précédent préhistorique potentiel pour l'aspect incestueux de ce mythe. Plusieurs chercheurs l'ont depuis décrite comme la plus ancienne tradition orale jamais identifiée. Un récit transmis de génération en génération pendant 400 ans, avant que la science ne prouve enfin son ancrage dans des faits réels. Mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité. Et c'est là que l'histoire se complexifie véritablement, en juin 2025, où naissent une équipe dirigée par la professeure Penny Bickle de l'Université de York et la professeure agrégée Jessica Smith de l'University. College Dublin a publié une étude dans le Cambridge Archaeological Journal remettant directement en cause la thèse du roi Dieu. Leurs objections étaient précises et sérieuses. Les liens de parenté génétique entre les personnes inhumées dans les tombes à couloirs étaient bien trop éloignés, au mieux au niveau de cousins germains, pour étayer l'hypothèse d'une dynastie régnante unie. L'intérieur de Newgrange a été perturbé pendant des années, avant que les fouilles proprement dites ne commencent. Ce qui signifie que le fragment d'os N.G. Dix n'était peut-être pas du tout à sa position d'origine. Et surtout, l'Irlande néolithique ne présente aucune trace de l'infrastructure qui accompagne toujours le pouvoir royal dans toutes les autres civilisations connues. Pas de hiérarchie d'établissement, pas de réseaux commerciaux centralisés, pas de spécialisation artisanale, rien de tout cela. La position de Pickles était claire. Il n'est absolument pas certain que Newgrange ait été le premier lieu de sépulture de N.G.10. Ces ossements auraient pu y être déplacés depuis un autre endroit. Leur autre interprétation est convaincante. Les tombes à couloirs n'étaient pas des mausolées royaux. Il s'agissait de lieux de rassemblement communautaire utilisés pendant des générations pour des rituels collectifs dans cette société. La parenté était définie non par le sang, mais par le travail et les cérémonies partagées. Le cas d'inceste N.G. Dix était une anomalie isolée et non la preuve d'une politique en vigueur. Et surtout puisque les corps dans ces tombes étaient systématiquement incinérés, démembrés et mélangés.
Les personnes qui ont placé N.G. Dix dans ce bassin n'avaient peut-être aucune idée de qui étaient ses parents. Smith l'a dit clairement. Étant donné que beaucoup des corps retrouvés dans ces tombes à couloirs étaient démembrés et mélangés à des restes incinérés, il est véritablement impossible de savoir si les personnes qui ont enterré N.G. Dix à Newgrange savaient qui il était de son vivant. Dieu, roi ou anomalie, dynastie ou démocratie. Les ossements sont identiques. Les données sont exactement les mêmes. C'est l'interprétation qui fait débat. Cette controverse est aujourd'hui l'une des plus vives de toute la préhistoire européenne et elle est loin d'être résolue. L'étude de 2020 a révélé une dernière découverte passée presque inaperçue dans les médias car le titre sur l'inceste a monopolisé l'attention. Pourtant, pour de nombreux chercheurs, il s'agit de la découverte la plus importante de toutes. Au tombeau à portique de Poulnabrun dans le comté de Clare, la plus ancienne structure funéraire connue de l'île d'Irlande. L'équipe de Cassidy a identifié les restes d'un nourrisson de sexe masculin. L'analyse ADN a confirmé que cet enfant était atteint du syndrome de Down. L'analyse isotopique de ses dents a révélé une signature alimentaire parfaitement compatible avec l'allaitement maternel. Il avait été soigné, nourri, et à sa mort, il reçut des funérailles plates et prestigieuses dans l'un des tombeaux les plus sacrés d'Irlande. Il s'agit du plus ancien cas confirmé de syndrome de Down dans toutes les archives archéologiques mondiales. Et elle ne fut pas découverte dans une fosse à ordures, ni dans un fossé à la périphérie d'un village, mais dans un monument dont la construction avait nécessité des décennies et qui était réservé à des individus d'une importance exceptionnelle. Quel était ça était à sa mère? Quelles que soient les croyances de cette société concernant le pouvoir, l'ordre cosmique ou les personnes méritant d'être honorées après la mort, la différence visible ne constituait pas un motif d'exclusion. Un enfant qui, dans de nombreuses civilisations ultérieures supposément plus avancées, aurait été abandonné ou pire, fut au contraire traité comme quelqu'un digne du plus grand honneur que sa communauté pouvait offrir. 5 ans plus tard, nous avons ouvert cette porte de pierre scellée extrait de l'ADN, de poussière et de fragments. Et trouver la preuve d'une chose que certaines parties du monde moderne peinent encore à mettre en pratique, la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa conformité à une norme. Les 2/3 du cairn de Newgrange restent inexplorés. O'Kelly l'a laissé ainsi délibérément. Son rapport final de fouille, publié à titre posthume par sa femme Claire en 1982, contient un passage qui se lit comme un message à l'avenir. Il a écrit qu'ils estimaient que les 2/3 restants devaient être laissés à un futur archéologue qui, fort de nouvelles connaissances et peut-être de meilleures méthodes, disposerait de vastes zones intactes pour tester, vérifier et réévaluer ses découvertes. Une deuxième chambre à Douth Hall attend encore d'être fouillée. De nouvelles tombes continuent d'apparaître sous le sol de la vallée de la Boyne. La loterie du solstice d'hiver à Newgrange reçoit chaque année plus de 30 candidatures pour moins de 50 places dans la chambre funéraire. Cette porte de pierre scellée dévoile ses secrets, un fragment, un génome, un mythe à la fois. Si l'histoire nous a appris quelque chose sur cette colline du comté de Meath, c'est bien ceci. La découverte la plus choquante reste très certainement encore enfouie dans l'ombre.